on a un thème général sur l'ESS et les mouvements sociaux, et à la suite de la défection de quelques intervenants, en gros la moitié, on a fusionné les deux tables rondes en une seule, mais c'est pas absurde, parce qu'en regardant le contenu des tables rondes virtuelles qui étaient inscrites sur le programme, il y a plus que des liens et des convergences entre les deux tables rondes initiales. Les moyens de l'émancipation, oui, mais c'est aussi la question posée des relations entre économie sociale et syndicalisme. Donc on le retrouve dans les deux ex-tables rondes, mais ça va circuler, je pense, dans l'ensemble de nos trois contributions. Tu veux dire quelques mots ? Bon, on a bien l'habitude de fusionner tous les deux, donc c'est vraiment pas un problème. Peut-être que je voudrais aussi remercier vraiment les organisateurs, parce que ce programme est vraiment très très riche et permet de réfléchir sur toute une phase de travaux assez nouveaux, hein, sur la question des coopératives, des relations avec les syndicats qui avaient été jusqu'alors plutôt laissés de côté. Et là, la table ronde que nous allons animer va effectivement permettre de répondre en partie à ces questions de relations ambivalentes, hein, entre syndicats, coopératives et mutuelles, et surtout va peut-être battre en brèche une idée reçue que dans les pays du nord de l'Europe, cette fusion s'est toujours faite assez aisément, et qu'elle était antinomique en France. Et là, d'après ce que j'ai lu, on va remettre cette idée-là en question. Voilà. Donc on va passer la parole tout de suite à David Hamelin, donc, qui est historien à l'université de Poitiers, et qui va nous parler du syndicalisme révolutionnaire et de l'économie sociale, entre concurrence, convergence et dépassement entre 1887 et 1914. 10 minutes. Merci donc cette invitation à ce colloque et aussi à cette introduction. Donc effectivement, dans les 10 minutes que l'on m'accorde, je vais essayer de traiter une question complexe, somme toute. J'apprendrai pas tout à fait ici qu'il y a peu de travaux, hein, sur cette interaction. Ça a été entre le syndicalisme et différentes composantes de l'économie sociale. Bon, il y a quand même ceux de Michel Dreyfus notamment quand même, mais il n'y a pas beaucoup de thèses, pas beaucoup d'articles. Il y a quelques explorations locales, mais somme toute, nous sommes un petit peu dans le manque. Cette contribution, elle n'est pas, je donne pas de résultats tout à fait définitifs, puisque, comme vous le savez pour certains, il y a aussi un conflit sur les retraites. Pour ma part, j'y étais très impliqué, j'y suis toujours. Donc, voilà, j'aurais bien aimé pouvoir avancer sur 2-3 aspects en particulier. Donc effectivement, le syndicalisme et l'économie sociale, c'est une interaction complexe, surtout dans la période qui m'intéresse ici. Je ne referai pas toute l'histoire des difficultés dans le mouvement ouvrier naissant de la fin du XIXe siècle, et le schisme, si on peut l'évoquer ainsi, entre les sociétés de secours mutuels, en tout cas leurs représentants, et puis les représentants des coopératives, rupture qui, grosso modo, est consommée à la suite des 3 grands congrès ouvriers de la fin des années 1870 en France, avec la victoire, si on peut le dire ainsi, des militants, des socialistes révolutionnaires, en tout cas, et aussi la victoire finalement du concept de syndicat comme outil d'émancipation, a priori pour une grosse composante du mouvement ouvrier, comme outil d'émancipation sociale. Et donc ça laisserait entendre qu'effectivement, société de secours mutuel et puis coopérative, d'une certaine manière, c'est plus un sujet ou un faible sujet pour les militants syndicalistes.
Alors si on refait l'histoire par le haut, effectivement, et que l'on s'intéresse, par exemple, au discours, là je n'aurai pas le temps de les évoquer, mais voilà, ne serait-ce que de Fernand Pelloutier à l'égard des leaders mutualistes de l'époque, ou d'autres militants syndicalistes comme Louis Niel ou Georges Yvetot à l'égard des coopératives, on pourrait se dire effectivement, le syndicalisme naissant et ou syndicalisme d'action directe, somme toute, considère que ce sont des institutions peu ou pas adaptées pour le syndicalisme du moment. Dans les faits, les choses sont nettement plus compliquées, à tel point que quand on commence, on fait le détour par l'archive, les archives de congrès syndicaux, les archives la presse syndicale, mais aussi surtout les archives des syndicats et des bourses du travail qui, pour ma part, m'occupent en ce moment. Eh bien, on voit que c'est une toute autre affaire, puisque l'économie sociale, les coopératives, les sociétés de secours mutuels sont au cœur de très nombreux débats politiques, syndicaux. Deux anecdotes peut-être. Hein. Le premier congrès des bourses du travail qui a lieu en 1892, le premier sujet, même avant le démarrage du congrès, avant l'ordre du jour, c'est une ode coopérative de consommation qu'effectue Marius Branc, un délégué des menuisiers et administrateur de la Bourse du Travail de Toulouse, qui, je donne quand même une ou deux citations, depuis quelques années, de très grands progrès se sont réalisés dans la coopération des villes de France. Non seulement le nombre de sociétés a augmenté, mais l'esprit coopérative s'est éveillé en elles. Autre anecdote, au congrès de fondation de la CGT en 1895, il y a un seul observateur bourgeois, entre guillemets, qui assiste à ce congrès. C'est un représentant du musée social. Ça, c'est important de le dire. C'est pas un problème que, effectivement, un des représentants de cette grande famille de l'économie sociale soit là. En tout cas, le musée social ne pose pas de problème. Et quand on regarde de près les parcours biographiques des militants, et c'est parce que dans un deuxième temps, je vais donner quelques exemples de comment se traduit ce mutualisme syndical et ce rapport aux coopératives de consommation d'une part et aux coopératives de production d'autre part. On note sur le territoire, dans les bassins de vie, et ce, quel que soit, je le souligne tout de suite, les accointances idéologiques, que ce soit des syndicalistes dits réformistes, des syndicalistes dits révolutionnaires, que le fait d'un engagement dans les sociétés de secours mutuels ou dans des coopératives, production ou de consommation, est un élément assez naturel dans les parcours biographiques. Je n'ai pas le temps de vous donner des noms, mais de détailler certaines biographies, mais dans mes notes, que ce soit des personnages comme Henri Ponard, qui est bien connu de ses liens avec la coopérative de consommation, la Fraternelle de Saint-Claude, qui est un militant syndicaliste d'abord, mais il fera aussi autre chose. Quand on regarde du côté des militants qui font une carrière au sein de la SFIO, et dans le mouvement coopératif, on peut citer évidemment Henri Sellier, qui a des fonctions syndicales très importantes. Et on évoquait tout à l'heure le bassin de Saint-Junien, Joseph Last-Vernias, qui effectivement là aura plutôt une carrière après au sein du Parti communiste, et qui sera un syndicaliste libertaire d'abord, coopérateur, aussi inspirateur de sociétés de secours mutuels. Et puis j'avais un autre exemple d'un militant anarchiste, Jules Roulier, pour la Bourse du Travail de Brest, et qui sera un des fondateurs d'une coopérative de production locale. Donc en fait, en allant à la pêche sans faire de recherche extrême, en prenant par exemple des biographies dans le Métron, ou même quand le Métron note quand on considère qu'un parcours mutualiste ou coopératif, ça fait partie de choses honorables. C'est pas toujours le cas. Quelquefois on a des biographies, je le soulignais là, de militants socialistes, communistes, syndicalistes, etc. Puis en fait, leur engagement dans l'économie sociale n'est pas précisé. Alors il faut le retrouver par ailleurs. Donc la situation est nettement plus complexe qu'elle n'a l'air. Et
donc c'est par le détour, ça a été cité ce matin, hier, l'histoire par le bas, la micro-histoire, qu'en fait, on peut tirer le fil de à quoi ressemble finalement l'engagement, ce mutualisme syndical qui se font pas spécifiquement dans des sociétés de secours mutuels telles qu'on se les imagine, puisque quand on parle de mutualisme syndical, il y a une vue assez extensive du sujet. C'est-à-dire grosso modo, et un des sujets principaux des syndicalistes du moment, c'est comment lutter contre le chômage et ses multiples effets. Donc, en fait, les outils qui sont mis en place dans les bourses du travail en particulier, et que connaîtront malgré tout, enfin malgré ce qu'on peut dire finalement sur les limites de leur effet quand même d'un certain nombre de succès, eh bien, se combine dans l'esprit des syndicalistes à la fois le placement des ouvriers. Les bourses du travail, c'est une de leurs premières missions depuis la création de la bourse du travail de Paris en 1887. C'est le placement des ouvriers dans la lutte qui est faite à l'époque contre le placement effectué par le placement payant et qui est à la main du patronat. Et donc, dans ce cadre-là, les syndicalistes recherchent le monopole du placement pour pouvoir peser sur le marché du travail. Mais pour pouvoir faire du placement, pour pouvoir sécuriser justement ce marché du travail, eh bien, les bourses du travail vont s'ingénier à développer ce qu'on va appeler le viaticum, qui est en fait ce fameux secours de chômage, qui est une allocation qui doit permettre bien de ne pas subir la misère, conserver une certaine dignité. Une pratique qui est héritière évidemment du compagnonnage. Et ça permet là aussi d'essayer, justement, en sécurisant les salariés, d'éviter la perte de rémunération, mais aussi par compétition entre les salariés. C'est-à-dire que s'il y a trop de salariés, trop de demandes, c'est toujours l'ajustement entre l'offre et la demande d'emploi. Ça, c'est quelque chose qui est très pour lequel c'est un souci, permanent pour les syndicalistes. Bien entendu, je vais vite, hélas, ces types de services peuvent être associés à des services de vestiaire ou des asiles de nuit. C'est nettement moins fréquent parce que ça demande des moyens très importants, mais le service de viaticum est assez généralisé, connaît des difficultés parce qu'évidemment il est peu contrôlé, et c'est qu'à partir de 1912, pourtant les premiers, le viaticum apparaît très très vite, au début des années 1890, que le système devient vraiment national et géré par la CGT en tant que tel. Auparavant, on a plutôt des initiatives locales et gérées au niveau national. Je ne vous donne pas beaucoup de chiffres, j'en ai pas le temps non plus, mais aussi parce que les chiffres que l'on peut trouver, par exemple, dans le bulletin de l'Office du travail ou autres, me paraissent toujours à prendre avec précaution, comme les chiffres du nombre de sociétés de secours mutuels ou même de coopératives ne correspondent pas. Par exemple, en 1899, on dit qu'il n'y a que 30 sociétés de secours mutuels gérées par des bourses du travail. C'est mécaniquement pas possible. C'est-à-dire qu'il y en a plutôt quasiment une par bourse du travail. À l'époque, il y en a 63. Et les pouvoirs publics n'en comptent que concrètement 30, tout rond. Même chose pour les coopératives de consommation. J'y reviendrai si on a le temps. Il y a ce secours de chômage sur lequel je m'appesantis pas trop, qui peut gérer à la fois des problèmes de chômage permanents, même si, faute de moyens, évidemment, généralement, l'allocation, elle est limitée à 3 ou 6 mois, ça dépend des bourses, et puis peut être aussi adapté au chômage saisonnier. Les secours financiers, il en existe, via les sociétés de secours mutuels et de retraite. Elles sont, là aussi, elles font partie d'un projet vaste de développement. Alors, les sociétés qui interviennent sur le domaine de la retraite, il y en a excessivement peu. Elles vivotent, ça coûte tellement cher et que les moyens des syndicats sont tellement faibles que ça ne prend pas trop de place. Pour illustrer peut-être à quoi ressemblent ces secours financiers, j'ai pris l'exemple un peu volontairement de la Bourse du Travail de Niort, dans les Deux-Sèvres, terre du mutualisme, une des terres du mutualisme, où aujourd'hui tous les grands sièges des mutuelles sont encore là-bas. Donc la caisse de secours qui est créée pour la Bourse du Travail de Niort, elle est créée en 1897. Elle a pour but de fournir des secours aux sociétaires malades. Les sommes allouées au titre du viaticum sont également prélevées sur ces fonds. Elle est alimentée par une cotisation, 75 centimes par an, versée par chaque syndicat affilié à la bourse.
mais aussi par des dons ou des bénéfices liés à l'organisation de fêtes ou de tombola. Donc cette bourse sur laquelle il y aurait beaucoup de choses à dire. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une dimension aussi morale dans ça rejoint un peu le débat qu'il y avait hier. Il faut avoir une conduite relativement irréprochable pour pouvoir avoir droit à ce type de secours. Les syndicats d'époque sont en lutte, un des sujets importants des mobilisations, c'est la lutte contre l'alcoolisme. Et par exemple, effectivement, on ne peut pas bénéficier de ce type de secours si, en cas notamment s'il y a des maladies, si effectivement, alors je cite, c'est impossible s'il y a des problèmes liés à la débauche, donc égal l'alcoolisme, ou à des violences. Donc les choses sont conditionnées à une certaine attitude morale des syndicalistes. Le premier, ces syndicalistes, et je crois que j'ai plus qu'une minute, vont se lancer aussi, on va dire, à corps perdu, si on peut le dire ainsi, dans deux domaines, donc surtout les sociétés, les coopératives de consommation. Donc il n'y a pas de rupture, comme on pouvait le penser dans les années 1880 entre les syndicalistes et les coopérativistes. Au contraire, là aussi, on peut citer Pelloutier et de nombreux autres qui donnent vraiment, qui louent les vertus des coopératives de consommation. Elles ont cependant généralement, parce que on peut donner, je donne des grands schémas. En fait, quand on regarde bourse par bourse, et même dans l'articulation entre les bourses et ce que les syndicats en propre des bourses peuvent développer, on a d'assez nombreuses variantes. En tout cas, ce que l'on peut déterminer, ce qui est la variante majoritaire, c'est la qualité de syndiqué. Elle est nécessaire pour devenir sociétaire et acquérir des parts de capital des coopératives syndicales. Ça, c'est une donnée très récurrente. Et certaines coopératives instituent une représentation directe des syndicats au sein des conseils d'administration. Pour eux, il s'agit d'éviter les déviances en fermant l'accès de la coopérative à des non-syndiqués, d'une part, mais aussi à des patrons, c'est une des craintes, hostiles au syndicalisme, ou encore à des factions politiques. L'idée, c'est de neutraliser toute ingérence externe. Mais bon, pour des raisons de moyens, une coopérative de consommation, elle a besoin de consommateurs, et donc on peut se retrouver ici ou là à l'ouvrir à des non-adhérents, ou plus spécifiquement, quelquefois on cible à l'ouverture en direction de métiers qui, à l'époque, ou d'activités qui ne peuvent pas bénéficier de syndicalisme. Notamment, je pense aux gardes champêtres, aux gendarmes, ça se fait dans certaines bourses. Enfin, sur le sujet des coopératives de production, il n'y a pas du tout le même rapport des syndicalistes à ces coopératives de production. Alors même qu'on pourrait imaginer que, vu que le mouvement, la dimension, il y a quand même pour ces syndicalistes révolutionnaires une articulation très très forte entre la défense des syndicats, enfin la défense des salariés, et puis l'avenir c'est-à-dire qu'est-ce qu'il adviendra après la Révolution. Et donc quelquefois quand c'est décrit, on peut imaginer une société quasiment coopérative, avec des guillemets quand même, en tout cas dans l'esprit des militants syndicalistes révolutionnaires après la Révolution. Et donc, ces coopératives de production, elles seront, en fait, dans les débats, ils s'en créent un certain nombre, mais il y a une grande vigilance, une grande crainte. Il y a plusieurs éléments pour cela. En tout cas, on n'encourage pas. C'est un fait. Il y a des syndicalistes qui s'engagent, notamment parce qu'ils sont réprimés. Quelques-uns créent des coopératives de production pour pouvoir continuer simplement à travailler sur certains bassins d'emploi, certains territoires. Mais on n'encourage pas parce qu'on a peur qu'effectivement cela génère aussi des concurrences entre syndicalistes ou entre coopératives, surtout sur les territoires. Et donc, en 1898, et je terminerai par ça, eh bien, le Congrès des bourses du travail exige des coopératives de production à dominante syndicale qu'elles appliquent strictement le programme économique de la CGT des bourses du travail, en supprimant le travail aux pièces, en s'assurant que le même salaire est donné aux salariés, donc ça travail égal, salaire égal. Et puis, je le cite, et c'est vraiment mes 3 dernières lignes, la recherche
par les coopératives de production d'une première clientèle parmi les sociétés de consommation, de façon à se soustraire dans une certaine mesure aux exigences de la concurrence qui déprécient la valeur de la force travail. Il convient inversement que les sociétés de consommation achètent de préférence des produits des sociétés de production et qu'elles s'efforcent toujours d'élever le salaire de leurs employés. Donc, on a un milieu syndical qui utilise les outils de l'économie sociale pour les mettre au profit de son projet syndical et politique, mais en n'étant pas toujours, en tout cas pour le lecteur d'aujourd'hui, avec des formes d'incohérence, mais qui sont liées aussi à la diversité des situations territoriales. Alors, on a parlé des individus, mais aussi des sensibilités. Le mouvement des bourses du travail, c'est un mouvement pluriel.